Le fractionné dit à Bali co-ownership, c'est la vente en indivision. Stéphane, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, on va aborder un sujet dont tu me parles souvent, dont on a souvent parlé ensemble, la vente à Bali de villas en fractionné. Alors, tout d'abord, pour les gens qui nous suivent et qui nous écoutent, le fractionné se dit à Bali co-ownership, mais en fin de compte, c'est un concept que nous connaissons tous, c'est la vente en indivision. Oui. Et des fois, on se retrouve propriétaire indivis lorsqu'on hérite, par exemple, une propriété de ses parents. Et moi-même, je suis propriétaire avec ma sœur d'un bien. Donc ça, c'est un concept classique. Maintenant, lorsque l'on en parle sur Bali, c'est pour de la vente de biens avec un achat à plusieurs qui ne se connaissent pas forcément, ou en tous les cas tel que c'est vendu à l'heure actuelle. Donc Stéphane, qu'est-ce que tu vois sur le marché à l'heure actuelle en termes d'offres? Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres? Est-ce qu'il y a beaucoup de communication? Et qu'est-ce que tu en penses? Et on va essayer d'aborder les différents points sous la forme avantages, inconvénients. Et après, on tâchera de dire ce que nous en pensons. Très bien. En fait, on va dire l'immobilier en Indonésie, et notamment à Bali, avec le concept du leasehold. Le principe du leasehold, en fait, c'est que les gens peuvent acheter à plusieurs. Peuvent se titrer à plusieurs sur le même terrain. Tout à fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, en fait, l'idée de pouvoir acheter à plusieurs un terrain en leasehold est une chose qui est possible, légale, sans constitution de société spécifique. Ou alors, tout simplement, on se met à 4 copains pour acheter une villa, et on met les 4 noms, et donc on aura à supporter les charges divisées par 4 et les profits divisés par 4. Alors c'est intéressant parce que là, tu dis que la chose est légale, que juridiquement on peut être à 4 sur le même type de leasehold, 4 ou 8 souvent sur le marché. Il est dit que les offres du marché à l'heure actuelle, c'est plutôt 8 personnes. Et donc la problématique là, principale de ce type d'achat, c'est d'avoir des règles de fonctionnement pour l'occupation, le paiement des frais et tout ce qui est le fonctionnement de la maison. Alors l'aspect avantage, c'est qu'on peut diviser le coût, mettons par 8. Oui. Donc ça permet d'avoir avec des sommes de, on va dire, 30 à 50 000 euros, de faire un achat. Et ce qui rend les choses plus abordables. Ça, c'est le premier avantage. Oui, parce qu'on va diviser effectivement le prix d'achat par 4 ou par 8. On va diviser les frais de la villa par 4 ou par 8. Et donc, automatiquement, on divisera aussi les bénéfices par 4 et par 8. J'aimerais aussi clarifier la chose aussi au niveau donc, du leasehold. On va dire l'achat de ce bail de location donc, en lease sur une durée de 25 ans ou 30 ans, lui, en fait, ne va pas vous permettre à lui seul de pouvoir faire, par exemple, du revenu locatif. Vous pourriez très bien faire du résidentiel, c'est-à-dire de vous partager une villa à 4 ou à 8, et tout simplement pour partager du temps. Donc c'est ce qu'on appelait il y a très longtemps du time sharing. Donc on pourrait partager aussi du temps. Maintenant, il y a beaucoup de gens, et la plupart des gens qui veulent faire de l'investissement immobilier à Bali, c'est pour faire du revenu locatif. Et automatiquement, si on fait du revenu locatif, le fractionner, il faut faire très attention, parce qu'il va falloir déterminer quelles sont les périodes qui vont pouvoir être occupées par les différents propriétaires du bien et quelles sont les périodes qui vont pouvoir être louées pour générer du revenu. Alors là aussi tu abordes un des points importants, la destination de ce type d'achat pour les gens qui l'achètent. Alors il y a la possibilité de l'occuper quelques semaines par an. Mais par 4 ou par 8, on peut vite saturer l'année. On revient à la notion de contrat, il faut bien choisir, il faut bien que les choses soient écrites pour pas qu'il y ait de contestation après. Et ensuite, on peut imaginer qu'il y ait une partie de l'année où le bien est loué qui pourrait permettre de financer
les frais d'entretien et les frais de fonctionnement de la maison. Et on pourrait imaginer, cerise sur le gâteau, qu'il y ait du revenu locatif qui se partage entre les investisseurs. Mais au niveau revenu locatif, on voit que ce n'est pas simple de prime abord. D'une part, c'est pas simple, et d'autre part, avec la nouvelle réglementation où vous n'avez plus le droit de faire la mise en ligne En tant qu'individuel. En tant qu'individuel, vous n'avez plus le droit de mettre en ligne votre villa sur Airbnb et Booking.com, etc. à la nuitée. Donc vous allez être obligé de toute façon de confier votre bien à une société locale de management pour qu'elle puisse être louée sur Airbnb, Booking, etc. Troisième point, mais alors là c'est une grande généralité, quel que soit le bien, de toute façon, il faut la confier à une société locale. Alors, certes parce que c'est obligatoire, mais aussi et surtout parce que ce sont des pros et qui savent faire et qui sont sur place. Donc, je dirais d'une manière générale, pour tout type de bien, même une maison achetée seule, il faut faire avec des pros qui sont sur place et qui connaissent le marché. Puis ils auront aussi un rôle de médiateur entre les propriétaires, puisque c'est la société de management qui va expliquer quelles sont les dépenses à partager, quels sont les profits à partager. Tu nous ramènes sur les règles écrites c'est une sorte de copropriété sur un seul bien, mais c'est une sorte de copropriété où il faut qu'il y ait un règlement qui s'impose à tous et qui soit signé concomitamment à l'achat du bien. C'est une grande évidence. Tout à fait. Alors, maintenant, moi, je pense que ce genre de projets-là sont souvent proposés par des constructeurs immobiliers qui ont envie de faire un appel de fonds pour faire un projet immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas forcément les fonds pour construire les villas et ils vont faire appel en fait en fractionné à plusieurs investisseurs qui vont participer au paiement et à la faisabilité de ce projet immobilier à construire. Alors pour résumer ce que tu dis, ou plutôt le reformuler différemment, d'un point de vue pratique, il est plus facile de trouver des investisseurs qui ont, mettons, 35 000 que des investisseurs qui ont, mettons, 350 000, première chose. Ensuite, pour le développeur ou le constructeur, quand il fait ce raisonnement, il est amené à proposer du fractionné parce qu'il estime que ça pourrait lui permettre de vendre plus rapidement ses villas. Ça, c'est le point de vue du constructeur. Nous, on est là pour défendre le point de vue de l'acheteur. C'est le point de vue de l'acheteur aussi. Si on est un acheteur, on n'a pas forcément, parce que le problème de l'Indonésie, le problème de Bali, de toute façon, c'est que vous ne pouvez pas faire de crédit pour acheter votre bien immobilier à Bali. Donc automatiquement, soit vous avez 320 000 euros ou 350 000 euros de cash à disposition pour pouvoir acheter un bien. Si vous n'avez pas, ça retarde le projet. Donc ça permet peut-être aussi d'accéder à certaines personnes. Pour certaines personnes, ça leur permet d'accéder à la propriété sur Bali pour pouvoir passer effectivement, comme tu disais, 2 semaines par an à Bali en vacances et le reste du temps, que les frais de la villa soient payés et que ça puisse générer un petit profit quelque part. Voilà, alors ça, ça pourrait être l'objectif qui intéresse un certain nombre de personnes, mais comme on le dit, dans ce type de formule, il y a des inconvénients. Donc c'est ça qu'il faut voir, on les a déjà abordés, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des règles de fonctionnement très claires pour l'occupation. Je dirais que pour le partage des frais, pour le gestionnaire, ça va être assez simple. Il va les diviser par le nombre de propriétaires. Tout à fait. Et tous vont devoir les payer. Mais je dirais que un bon gestionnaire, normalement, quand il y a des frais qui dépassent un certain montant, il demande l'avis au propriétaire. Et là, c'est Ox propriétaires et c'est plus compliqué. Donc là aussi, il faut que dans un contrat, il est prévu qu'il y ait une voix prépondérante au gestionnaire avec des choix de devis ou une validation des dépenses qui sortent avec des montants plus importants, qui ne traînent pas trop pour pas que la maison ait des problèmes. De toute façon, ça peut créer des tensions, ne serait-ce qu'entre les propriétaires. Par exemple, s'il y a un des propriétaires qui a abîmé une partie de la villa, les autres propriétaires vont dire je vois pas pourquoi moi je serais responsable de ce qui a été abîmé parce que c'est pas moi qui a cassé. Donc c'est pas moi qui ai cassé. Donc on revient à un contrat à un contrat très clair où ils vont partager de toute façon tout ce qui arrive sur la villa. Et ensuite il y a un autre problème, s'il y a un qui peut pas payer. Ça, c'est encore autre chose. S'il y a un qui ne peut pas payer les frais et les charges, est-ce que les autres propriétaires vont devoir subir le fait de payer les charges de copropriété ?
Voilà, donc on revient toujours, et c'est notre analyse, hein, je dirais, la notion d'acheter à plusieurs en elle-même, elle n'a rien d'inhabituel ou Et d'anormal, rien d'illégal. à condition de mettre en place comme un règlement de copropriété interne. Je ne sais pas si le terme est approprié, mais c'est ça, il faut qu'il y ait un règlement interne du fonctionnement pour que tout le monde soit content. Bon, il y a un deuxième désavantage aussi, c'est lors de la revente, puisque lors de la revente, en fait, soit tous les propriétaires sont d'accord pour revendre au même moment, ou alors il y a peut-être certains propriétaires qui, eux, vont vouloir revendre leur part. Et c'est là qu'effectivement, la valorisation d'une part de villa, c'est plus compliqué que de la valorisation d'une villa entière. Alors, d'un point de vue pratique, il y a un marché secondaire, c'est-à-dire le marché de la revente. Quand on achète un bien neuf, ben on sait qu'il y a un marché des gens qui rachètent des biens en deuxième main, qui existe. Il y a des agents immobiliers qui s'en occupent très bien. Le marché de la vente de parts de maison est beaucoup plus restreint. Oui. Et donc là, ça peut poser problème. Parce qu'il y a une personne qui a besoin de sous, qui veut récupérer sa mise de départ. Ou tout simplement parce qu'elle en a marre de venir à Bali. Parce que Et- quand on prend et un là- bail de 25 ans et qu'on vient 2 semaines par an à Bali, bah forcément, il y a peut-être des gens qui vont peut-être en avoir marre et qui auront à un moment donné envie de revendre cette part-là parce qu'ils n'ont plus envie de venir dans la villa. Et là, pour l'instant, le marché secondaire est très faible et il n'y a pas trop de visibilité. Donc c'est pour ça qu'on revient au fait qu'il faut bien s'entendre, il faut bien se connaître. Ça serait plutôt réservé à des gens qui peuvent déjà se connaître, et en tous les cas à ce fameux contrat de règlement de copropriété. C'est toujours les désavantages de partager quelque chose, le covoiturage, voilà. Et les avantages. Il y a les avantages et les inconvénients, donc Voilà. c'est pas illégal, vous avez le droit de le faire. La loi permet de le faire, donc pourquoi pas. Mais moi, il est clair que je ne le conseille pas forcément. Mais si ça peut... moi, ce que je conseillerais par contre dans le cas d'un achat fractionné, c'est soit des gens qui se connaissent bien, c'est-à-dire ça peut être Des proches, dans une famille, même famille, amis, amis. Et dans ces cas-là, effectivement, 4 couples d'amis qui souhaitent acheter une villa à Bali, bah, ils peuvent le faire. Et dans ces cas-là, ils vont prendre sur 8 parts, donc en divisé par 8. Et ils pourront accéder à une 4 chambres. Je dirais après, ça peut être 8 ou ça, enfin ça va dépendre des moyens. Oui. C'est des choses qui se réfléchissent. Je dirais que c'est des choses qu'on a regardées depuis un certain temps. On a vu que sur le marché, il y avait des offres avec en même temps de l'occupation et en même temps des revenus locatifs importants. On reste, on va dire, dubitatif, voire même sceptique. Vu tout ce qu'on a expliqué, les périodes d'occupation de l'année qui empêchent par les acheteurs de parts du bien qui empêchent de louer le bien. Donc ça c'est la première chose. La période restante, en quelle période pour louer le bien, à quelle période est-elle? Est-ce qu'il faut définir ou pas des périodes où les propriétaires ne peuvent pas venir? Effectivement, les périodes, donc le gestionnaire, lui, va décider des périodes qui vont pouvoir être louées ou Il pas. va proposer. Il va proposer les périodes haute et peak season, de les bloquer pour la location pour maximiser les revenus locatifs. Exactement, donc ça veut dire qu'en fait, moi si j'étais gestionnaire de ce genre de fractionné, je dirais à mes clients, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement pouvoir venir dans votre maison au mois de novembre, au mois de février et au mois de mars. Par contre, le reste de l'année, il ne faut pas venir dans la villa. Il vaut mieux laisser effectivement la possibilité de faire du revenu locatif. Tout à fait. Après, ça va dépendre des acheteurs parce qu'on revient toujours à quelque chose qui est très central parce qu'on ne fait pas que de l'immobilier là. On est obligé de faire du réglementaire ou un contrat entre les parties pour que ça soit décidé. C'est elles qui décident parce que si ils veulent, les gens sont, donc c'est eux qui vont acheter les parts. S'ils veulent l'occuper à la haute saison, libre à eux, mais il faudra qu'ils sachent qu'à ces conditions-là, ils n'auront aucun revenu locatif. Et voire, il faudra qu'ils financent peut-être une partie des frais de fonctionnement. Tout ça, c'est un arbitrage des gens qui décident, et là où on voit toute la complexité de la chose. C'est pour ça que Stéphane disait, il faut que ce soit des gens proches, qui ont un projet commun, voilà, famille, amis, pour qu'ils décident de ce type d'occupation, avec un certain nombre de garde-fous pour que ça soit géré. Il faut un bon gestionnaire. Alors c'est vrai partout, mais là je dirais encore plus, il faut un bon gestionnaire qui ait une certaine flexibilité
à pouvoir communiquer avec 4 ou 8 entités différentes. Il y a tout ça. Donc voilà. Concernant donc les différents aspects de ce type d'investissement, c'est pas fait pour tout le monde. Non, enfin après, moi en tant que gestionnaire, je peux vous dire, j'ai l'habitude même de gérer par exemple des couples divorcés. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont acheté en fait un bien ensemble et qui maintenant sont divorcés. C'est de la propriété indivise. Hein. Donc c'est de la propriété indivise et je peux vous dire que déjà quand il y en a 2 qui ne sont pas d'accord, c'est pas facile à gérer. Donc s'il y en a 8 qui ne sont pas d'accord, ça peut être un peu compliqué. On peut dire que dans le cas de divorce, des fois, il peut y avoir d'autres raisons qui fassent qu'ils ne soient pas d'accord que des raisons objectives de fonctionnement du bien. Maintenant, ce que je dirais d'un point de vue pratique, il faut bien se connaître, il faut se faire confiance pour faire un type d'opération comme ça. Il faut valider un contrat et s'engager à les tenir sur une période de X années. Après, et l'idéal, peut-être, là on en est dans la réflexion, c'est des choses que nous ne faisons pas, mais qui pourrait se faire. Je pense que si ça doit être fait, parce qu'il faut parler aussi de comment le faire, si ça doit être fait, de toute façon, ça doit être fait avec une société. Alors, donc soit la société... ça doit être fait avec une société pour le juridique de l'achat. Et de la revente, parce et pour la revente de parts. Moi je pense que là où ça peut être intéressant, c'est si vous signez avec une société qui va justement être propriétaire de ce bail. Si vous prenez, oui c'est ça, oui. Donc là, il y a une société qui est créée préalablement, qui achète... Ou déjà existante, Osiris est existante. Qui achète le bail et ensuite vous avez des parts dans ce bail. Et ensuite, ça permet aussi lors de la revente de revendre le bien en entier avec ses parts. Mais c'est pour ça que je disais en début, en introduction, que la plupart du temps, ce sont des développeurs, c'est-à-dire ce sont des constructeurs qui vont vous proposer ce genre de solution, parce qu'en fait, le constructeur, lui, va garder la villa à son nom ou au nom de sa société, et elle va vous proposer de prendre des parts, ce qui fait que c'est la société qui sera elle-même décisionnaire sur la revente des parts. C'est à étudier, mais peut-être qu'il vaut mieux se constituer une société qui achète le lease ou le bien avec le lease. C'est là que je pense que c'est compliqué. C'est-à-dire que si vous abordez l'achat en fractionné sur du marché de seconde main, donc sur du marché de revente de villas, là je pense que c'est vraiment la situation la plus complexe. Je dirais que d'un point de vue pratique, il y a différentes options comme on vient de l'exposer, mais si c'est des 4, pour faire simple, 4 amis qui se connaissent bien et qui achètent une maison via une PT-PMA, ils ont 25% des parts chacun. Et après, l'idéal, je dis bien l'idéal, serait qu'ils décident peut-être d'emblée ou à un moment donné, dans une période précisée d'emblée, à 7-8 ans. Oui, à 4, 25% chacun, à 8... 12,5. Et ça serait de décider d'emblée de revendre au bout de 8 ans, par exemple. Je prends un exemple sans considération particulière. Et comme ça, ils revendent la société. Et après, ils font un gestionnaire qui est bien sûr le droit d'être gestionnaire et qui gère le bien. Ça, c'est un des schémas. Oui, mais c'est pas simple parce qu'il y a plusieurs couches juridiques. Pour moi, mon sentiment personnel, c'est que vraiment, c'est quelque chose qui a été mis sur le marché par des constructeurs. Sans réflexion. Non, ça a été réfléchi. Non, pour eux, mais sans réflexion sur le fonctionnement. Non, mais je pense que ça a été fait dans leur intérêt. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt des constructeurs. Pour vendre plus. Pour vendre plus, parce que comme tu le disais dès le départ, le truc c'est que vendre une villa, trouver des clients qui ont 350, 400 000 euros de cash disponible, c'est compliqué. Donc ces gens-là se sont dit, si je fais 8 parts de ma villa à 400 000 euros, c'est beaucoup plus simple de trouver des gens qui ont moins de budget, donc qui ont du budget. Tout à fait. Ça devient le prix d'une voiture. C'est la base du raisonnement. Ça, c'est la base du raisonnement. Mais là, nous, donc ça, c'est le point de vue des opérateurs. Nous, on raisonne toujours, on se veut l'agent des clients. On raisonne toujours en tant qu'agent des clients. Pour les agents des clients, il y a un certain nombre de considérations que l'on a évoquées. Et pour se résumer, on va bien sûr parler du choix du bien, mais du montage est très très important avec un contrat en amont où les choses sont clairement définies. Avec, nous, on pourrait trouver des avocats qui fassent des trames et après les gens eux-mêmes finaliseraient les clauses. Oui, mais même des projets. C'est-à-dire que moi, j'y ai déjà pensé, étant donné que je vois avec l'expérience que j'ai de Bali et du management de villa,
J'ai très bien vu, par exemple, quel était le type de villa qui plaisait. Moi, je serais tout à fait pour que peut-être dans l'avenir, on se mette à faire nous-mêmes nos propres projets. Ça se réfléchit, mais je dirais que d'un point de vue pratique, pour reprendre donc le bien, mais après les modalités de fonctionnement de cette copropriété pour éviter ensuite tout désaccord pour les raisons que l'on a évoquées en amont. Et si d'emblée il est fixé une période où il est décidé de revendre, ça serait un plus à mon sens, même si par exemple à 4, dans mon exemple de tout à l'heure, il y a un des 4 qui rachète toutes les autres. Ça, c'est oui, autre chose. Tout à fait. Oui. Mais il faut prévoir une date de sortie. Mais aujourd'hui, c'est ce dont voulait parler Stéphane, le marché n'a pas cette vision. Le marché a la vision par les constructeurs, c'est-à-dire c'est plus facile de trouver des gens qui ont 40 000 euros. Bon, ça c'est clair. Et pour les acheteurs, c'est plus facile de sortir 40 000 euros, on est d'accord. Mais attention, les acheteurs, il faut garder les pieds sur terre et ne pas voir la facilité à acheter. Encore moins croire que ça va faire beaucoup de rendement, là par contre on est assez catégorique. Pour moi, ça fera la moitié du rendement d'une villa que vous avez achetée. En fonction de la période d'occupation des gens. Au mieux, ça fera la moitié en fait d'une rentabilité d'une villa achetée donc, normalement. Est-ce que ça couvrira les frais? Enfin bon, voilà, c'est toutes les questions qu'il faut se poser. Donc voilà notre petite analyse à ce jour de l'achat du fractionné. Et on est toujours, comme d'habitude, à votre disposition. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez toujours des informations sur l'évolution du marché, en ce qui nous concerne aujourd'hui, de Bali, du marché immobilier de Bali. Exactement. Merci Stéphane. Je vous dis à bientôt sur Bali. Bye bye.